Cet orphelin solitaire était si répugnant que personne n'a pris la peine de lui donner un nom. Mais il rencontra bientôt un chevalier noir qui le façonna pour qu'il devienne le prince de tous les démons. Et finalement, le roi. Il y a longtemps, le monde était divisé en deux royaumes. Flottant au-dessus des nuages se trouvait un royaume dirigé par un noble chat blanc, qui tomba follement amoureux d'un chat noir boueux dans le royaume des ténèbres en contrebas. Et c'est ainsi que tout a commencé. Notre protagoniste principal, dont le nom n'est jamais mentionné, sort de sa hutte pour rencontrer les anciens du village pour une session de chasse et, espérons-le, revenir avec suffisamment de nourriture pour le village. L'un des anciens est ravi de manger de la viande juteuse après une longue période, mais au fond de lui, il souhaitait vivre dans le noble royaume haut dans le ciel, où tout le monde pourrait vivre sans souci au monde. Pratiquement tous les habitants du royaume d'en bas souffraient, vivant dans la pauvreté et la tyrannie. Soudain, un éclaireur se précipite, hurlant que des monstres vicieux arrivent pour les massacrer. Sans perdre un instant, les monstres défoncent la porte et commencent à semer le chaos parmi les gens sans défense. La panique se répand comme une traînée de poudre alors que chacun court pour saisir tout ce qu'il peut utiliser comme arme. Une habitante charge le jeune garçon de s'occuper de tous les enfants et de les emmener dans une grotte située à la périphérie de la ville. La ville est attaquée de toutes parts, tandis que le jeune garçon part rapidement avec les enfants. Cependant, l'un d'eux trébuche sur une pierre, ce qui les ralentit, et soudain, un monstre mille pattes apparaît et profite de cette occasion pour les attaquer. Avec panache, le jeune garçon entre en action, sort un poignard et affronte la bête effrayante. Mais il s'avère que sa peau est plus dure que le métal, de sorte que son coup ne fait pratiquement rien. Le monstrueux mille pattes parvient à tuer plusieurs enfants, et le jeune garçon ne se retrouve plus qu'avec un frère et une sœur. Réalisant que la bête est trop puissante, ils tentent de s'échapper, mais comme le monstre est sur leurs talons, le frère décide de se sacrifier, disant au jeune garçon de partir et de prendre soin de sa sœur. Finalement, le jeune garçon atteint une grotte avec la petite fille, mais elle finit par mourir à cause du poison du mille pattes. Le jeune garçon est dévasté. À la tombée de la nuit, il porte la petite fille et retourne au village, mais il le trouve silencieux comme la mort. Partout où son regard se pose, il ne voit que les cadavres des gens qu'il a connus. Il ne restait plus une seule âme vivante. Dans un désespoir total, il prend une pelle et commence à creuser une fosse commune pour son village, tout seul. Les jours passent jusqu'à ce que nous voyions un mystérieux chevalier voyageant seul. Quand il croise notre protagoniste sans nom en train de creuser, il révèle qu'il était à la recherche d'un village, auquel le jeune garçon répond qu'il a disparu. Il offre du pain au jeune garçon et lui dit qu'il mourrait d'une mort insignifiante s'il continuait à creuser ainsi seul. Le chevalier se présente comme skieur et s'assoit avec le jeune garçon. Il lui demande son nom, auquel le jeune garçon répond qu'il n'en a pas et qu'il peut l'appeler comme il veut, comme le faisaient les villageois autrefois. Et donc, cela ne le dérange pas que skieur l'appelle aussi n'importe comment. Le jeune garçon demande à Skier pourquoi le roi des ténèbres permet à des monstres dangereux de sévir dans ce monde. Et Skier répond que le roi a ses propres préoccupations et ne se soucie pas de choses superficielles comme le bonheur des gens. Le jeune garçon décide alors de continuer à creuser et dit à Skier de le laisser tranquille, car il pense qu'il ne comprend pas ce qu'il traverse. Ce qu'il fait peut sembler inutile aux autres, mais c'est ce qu'il ressent qu'il doit faire. Il dit à Skier qu'il ne sert à rien d'être obsédé par la terre et le ciel, car tout le monde est pareil quand on est dans un trou. Soudain, Skier lance une épée au jeune garçon et lui dit de la ramasser, et proclame stoïquement qu'il y a une meilleure façon de faire que de creuser une grande tombe. Par instinct, le jeune garçon ramasse l'épée et la dégaine. Sans hésitation, il affronte Skier qui charge sur lui, et étant bien plus expérimenté, il est facilement capable de briser la garde du jeune garçon à plusieurs reprises. Pendant le combat, Skier révèle qu'il était autrefois le fou qui a essayé de devenir le roi des ténèbres. Mais il n'a pas été choisi, et que le droit d'accorder la mort ou la vie appartenait à une seule personne. Le roi des ténèbres. Au cours de leur escarmouche, Skier fait comprendre au jeune garçon que la seule façon pour lui d'atteindre ses objectifs d'améliorer ce pays est de devenir lui-même le roi des ténèbres. Skier lui fait prendre conscience de l'amère réalité que le jeune garçon doit désormais accepter. Aucune aide divine ne changera son destin. Il devra le faire seul. Le jeune garçon déclare qu'il deviendra roi et qu'il fera tout ce qu'il faut pour cela. Il charge Skier de toutes ses forces et parvient à détourner l'épée de Skier. Skier se met à rire étrangement,
ce qui déconcerte le jeune garçon. Il dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'un tel miracle l'attendait à la fin, et quelques instants plus tard, il tombe au sol. Le jeune garçon s'inquiète immédiatement pour son maître éphémère, qui révèle qu'il approchait de la fin de sa vie. Skyé lui ordonne de prendre son épée et de se rendre à la capitale où il a un manoir, révélant en outre qu'il est en fait issu d'une famille noble, et que celui qui porte cette épée est considéré comme son chef. Skyé dit au jeune garçon de reprendre l'épée et de déclarer qu'il est le prince des ténèbres, successeur du roi des ténèbres, et lui parle aussi d'un chevalier appelé Valus, qui, il en est sûr, prendra soin de lui s'il voit son habileté à l'épée. Skyé dit qu'il est une coquille vide depuis longtemps et que son pouvoir des ténèbres s'estompait, donc il allait bientôt périr. Le monde n'est pas tel qu'il devrait être et il confie au jeune garçon le soin de le changer pendant son règne. Portant un lourd fardeau sur ses épaules, le jeune garçon pleure sur le corps de Skyé, libérant une vague de lumière. Cela choque Skyé car le jeune garçon est né dans l'obscurité, mais a pu faire jaillir une telle lumière juste de ses larmes. Avant de mourir, Skyé dit qu'il compte sur lui, et avec une nouvelle cause. Le jeune garçon est déterminé à devenir le successeur du roi des ténèbres, dans le but de rendre tout le monde heureux dans ce monde. Pendant ce temps, au-dessus des nuages, une horde de ténèbres approche du royaume blanc, refusant de céder la rune originelle aux ténèbres. La reine Iris utilise son arme alimentée par la rune, qui crée un rayon magique assez puissant pour réduire considérablement le nombre d'ennemis. La rune originelle était la plus puissante de toutes les runes, c'est pourquoi les monstres des ténèbres la veulent à tout prix. Le brave chevalier Fuse mène les autres chevaliers de lumière au combat, risquant leur vie pour protéger leur reine et la rune. La sœur d'Iris, une prêtresse nommée Shiyama, utilise également le pouvoir des runes pour lancer un sort de bouclier sur les chevaliers pour une protection supplémentaire. Après avoir réussi à chasser les monstres des ténèbres, la reine Iris retourne à son château. Le frère cadet du chevalier Fuse, appelé Théo, est ravi de revoir son frère aîné ainsi que la prêtresse Chiyama, mince et pulpeuse, qui reviennent de la bataille. Chiyama partage ses inquiétudes, pensant qu'Iris hésite à tuer le roi des ténèbres, car elle croit que les ténèbres sont essentielles à l'équilibre du monde. Fuse balaie ses inquiétudes, rassurant Chiyama que la reine Iris est tout à fait déterminée à tuer le roi des ténèbres. De son côté, Iris rencontre un des prêtres car elle s'inquiète de la prochaine attaque possible des ténèbres. Elle décide donc d'entraîner les forces à l'avance. Pendant ce temps, le jeune garçon sans nom rencontre le chevalier noir Valus, qui remarque l'épée de cire que porte le garçon, prenant le garçon pour un voleur. Valus essaie immédiatement de récupérer l'épée de son défunt maître Sisir par la force. Le jeune garçon l'informe alors que Cyr est mort, mais Valus suppose que c'est lui qui l'a tué. Alors il lance une attaque de magie noire sur le jeune garçon. Cependant, il se rend compte que ce jeune garçon ne pouvait pas rivaliser avec Sekir car il l'a mis à terre si facilement et lui demande pourquoi il est venu. Le jeune garçon dit à Valus que Cyr lui avait confié la mission d'être le prochain roi des ténèbres et lui avait remis sa noble épée, le jurant prince des ténèbres. Réalisant qu'il dit la vérité, Valus rengaine immédiatement son épée et guide le garçon au manoir de Cyr. De retour au château du Royaume Blanc, Chiyama trouve la reine Iris en train de prier la rune originelle. Chiyama plaisante en disant qu'Iris ressemble plus à une prêtresse qu'à une reine et lui demande si tout le pays des ténèbres en veut à la rune originelle. Iris l'informe que c'est vrai et que le roi des ténèbres est le principal à essayer égoïstement d'obtenir la rune originelle. Alors que les habitants du royaume des ténèbres souffrent, Iris espère que le prochain roi des ténèbres préservera l'équilibre comme c'était le cas autrefois. Cependant, pendant qu'elle parlait, un chevalier se précipite dans la pièce pour informer Iris d'une attaque sur leur capitale occidentale. Le démon à la tête de l'attaque n'est autre que le redouté Baal, ce qui incite Iris à ordonner immédiatement à Chiyama de préparer les troupes avec Fuse. Nous voyons ensuite la majestueuse reine Iris voler dans toute sa splendeur, tandis que Chiyama communique par télépathie avec tout le monde, informant le peuple que leur royaume est attaqué par de vicieux monstres près de Med, la capitale occidentale. Cela incite les chevaliers à préparer leur défense pour exterminer Baal, qui est si puissant. On voit ensuite Baal attaquer les Mèdes et maîtriser quiconque se trouve sur son chemin, anéantissant tous les lieux stratégiques où les mages se cachaient, alors que le monstrueux Baal était sur le point d'écraser l'armée au sol avec son pied. Il est arrêté par le formidable seigneur Alantia, le chef des elfes.
Une escouade de mages et de soldats se forme alors qu'Alantia attaque Baal avec le pouvoir des esprits. Il parvient à porter quelques coups, mais la bête, insensible aux attaques, se bat contre les esprits. Alantia est stupéfait par la puissance de la bête et se demande quelle sera sa prochaine action. Mais soudain, la reine Iris du royaume de la lumière entre sur le champ de bataille et défie Baal de front. Elle charge son épée avec le pouvoir des runes et attaque Baal qui résiste à l'attaque. Baal réduit tout et tout le monde en poussière. Quelle conversation! D'autre part, l'escouade de mages et de soldats rencontre 2 soldats de l'armée des ténèbres qui prétendent être des déserteurs et des gens ordinaires qui ont été entraînés dans la guerre contre leur volonté. Ils laissent détomber leurs armes et tombent à genoux. Mais soudain, le vrai pouvoir des ténèbres prend le contrôle d'eux, les poussant à attaquer l'escouade. Soudain, d'autres soldats possédés par le pouvoir des ténèbres émergent de la forêt dense, surpassant l'escouade en nombre. Il semblait que la reine était impuissante face à la puissante bête Baal. Elle essaie d'invoquer plus de puissance de la rune, mais Alantia lui rappelle le danger potentiel de trop solliciter la rune. À la place, elle reçoit le soutien des esprits d'Alantia. Voyant ce comportement de noob, Baal est déçu et quitte le champ de bataille. Il semble qu'il détruisait la ville juste pour un combat amusant et rien d'autre. L'aube perce le ciel et la reine supervise les blessés. Elle retrouve Shyama, qui l'informe de l'attaque qu'ils viennent de subir. De l'autre côté, on voit d'autres membres de la famille royale du royaume des ténèbres qui se disputent alors que le roi est de retour dans son palais. Il parle à Valus et lui fait part de son désir de plonger le monde entier dans les ténèbres. Probablement parce qu'il aime utiliser son téléphone en mode sombre. Il dit aussi que l'idée de coexister avec le royaume de la lumière est stupide et que, pour atteindre ses objectifs, il doit abattre tout ce qui se met en travers de son chemin et souhaite la prospérité à ses successeurs. Alors que Valus rentre chez lui, on voit notre propre héros anonyme, creuseur de tombes, assis dans le salon de Valus. Comme le rôle de Valus est de s'occuper de tous les successeurs possibles du roi des ténèbres. Il est également tenu d'être loyal et de prendre soin de notre héros. Valus explique à notre héros que la qualité d'un roi n'est pas seulement d'être un maître dans le maniement de l'épée, mais aussi une personne bien informée et érudite. Il dit à notre héros que cette façon de parler vulgaire n'est pas digne d'un roi et qu'il devrait s'efforcer d'améliorer son élocution tout en lisant des livres qui contiennent toutes les informations nécessaires pour gouverner le royaume. Avec le temps, nous voyons notre héros s'entraîner avec Valus et s'intéresser aux études. Il aide également la communauté dans ses tâches quotidiennes. Notre héros devient enfin un peu plus fort et on lui donne les vieux vêtements usés qu'il portait quand il avait le même âge que notre héros. Nous voyons une autre candidate au trône, Lady Garoza, qui est sur le terrain avec son armée de soumis. Ils sont confrontés à 3 monstres que Lady Garoza incinère avec facilité. Elle se laisse emporter par ce qu'elle a fait et en tire fierté. Mais une bête survivante l'attaque. Sans avoir le temps d'attaquer, Lady Garoza se prépare à l'impact. Mais au dernier moment, notre héros arrive et tranche la bête. Lady Garoza est subjuguée par la beauté du héros et en reste bouche bée. Après que ses soldats l'aient sorti de sa transe, elle invite le héros à discuter. Tard dans la nuit, dans un bar local, Lady Garoza explique à notre héros ce qu'on attend de l'avenir. Elle lui dit que s'il travaille assez dur, il sera reconnu comme un véritable prince des ténèbres et qu'il recevra une épée spéciale pour frimer dans la ville. À leur insu, un homme aux cheveux roux nommé Adel écoutait leur conversation. Pendant ce temps, au palais, haut dans le ciel, la reine cherche à comprendre ce qui s'est passé lors de la récente attaque. Elle trouve étrange la présence d'humains possédés par les ténèbres. Les pensées d'Iris la ramènent à l'époque où elle n'était pas encore reine. Elle et sa sœur Shima étaient autrefois toutes deux des successeurs potentiels au trône. Malgré cela, il n'y avait aucune animosité entre elles, car elles avaient promis de ne pas nourrir de rancune, peu importe qui serait choisi. Un jour, la reine convoqua les sœurs pour une évaluation, mais elle ne prit pas de décision à ce moment-là. Après cela, Shima parla des lourdes responsabilités qui accompagnent le rôle de reine. Elle invite Iris à dîner, mentionnant que leur amie Fuse est impatiente de la voir. Iris accepte l'invitation, déclarant qu'elle a également hâte de voir Fuse qu'elle n'a pas vue depuis un certain temps. Ce soir-là, après le dîner, Fuse raccompagne Iris chez elle. Sur le chemin, Iris demande à Fuse s'il pense qu'elle est capable de devenir reine. Fuse, en réponse à la question d'Iris, admet qu'il n'a pas de réponse définitive. Cependant, il promet que, peu importe qui deviendra la souveraine,
Il la servira loyalement comme son épée. Le lendemain, Iris est assaillie de doutes persistants alors qu'elle regarde l'horizon. Soudain, une entité maléfique des ténèbres apparaît devant elle. Sans garde autour pour l'aider, Iris est forcée de demander un peu de pouvoir à la rune progénitor. Grâce à ce pouvoir, elle parvient à vaincre l'entité sombre. Cette victoire renforce la confiance d'Iris en elle-même. De façon inattendue, la rune progénitor communique avec elle, la déclarant successeur désignée au trône. En entendant cela, Iris se jure de devenir une excellente reine et de remplir tous ses devoirs. Quels que soient les sacrifices, elle est prête à tout pour rétablir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. De nos jours, de retour au royaume des ténèbres, notre héros se prépare pour la compétition. Avant de partir, il demande à Valus s'il assistera au tournoi. Valus décline, expliquant qu'il doit répondre aux exigences du roi. Néanmoins, il se dit confiant que le jeune garçon, représentant la famille de skieurs, triomphera dans la compétition. Remerciant Valus, notre héros part ensuite pour le tournoi. Bientôt, notre garçon atteint un colisée où il affrontera d'autres successeurs potentiels au trône. Une fois dans l'arène, Lady Groza énonce les règles du tournoi. Les participants doivent vaincre les créatures les plus maléfiques et rester debout pour passer au tour suivant. Elle mentionne ensuite que le prix pour le vainqueur est une épée légendaire nommée la Grande Épée Noire. Seul le prochain successeur du roi était autorisé à manier l'épée. Le tournoi commence. Les jeunes concurrents affrontent une série de bêtes sauvages, les battant sans trop de difficultés. Cependant, l'un des concurrents est incapable de vaincre un monstre qui se dirige vers elle. Les autres concurrents apprécient le spectacle, la compétition s'amenuisant. Cependant, le garçon sans nom entre en action et sauve la vie du candidat. Les autres candidats sont furieux de l'intervention du jeune garçon et le menacent d'arrêter. Afin de relever le défi, les organisateurs du tournoi lâchent un cyclope sur le champ de bataille. Beaucoup de candidats sont rapidement vaincus par la créature, mais pas le jeune garçon. Utilisant toutes les compétences que Valus lui avait enseignées, le jeune garçon parvient à tuer le cyclope. Ceci conclut le premier tour du tournoi. Les seuls concurrents restants sont le garçon sans nom et Adèle, le garçon aux cheveux roux qui écoutait aux portes plus tôt. Il s'avère qu'Adèle est également un successeur potentiel au trône. Avant la bataille finale, les deux finalistes font une courte pause et discutent. Pendant leur conversation, Adèle reproche au jeune garçon d'avoir aidé un autre concurrent au premier tour. Adèle considère cela comme une faiblesse, arguant qu'un futur roi sombre doit être impitoyable et ne montrer aucune pitié. Le jeune garçon, cependant, n'est pas d'accord. Il croit que protéger les gens coûte que coûte est la chose la plus importante. Leur point de vue étant clair. Le jeune garçon et Adèle s'affrontent dans une bataille décisive pour déterminer le champion du tournoi. Après une lutte acharnée, le jeune garçon utilise toutes ses compétences et triomphe de manière décisive en détournant l'épée d'Adèle. Alors que le jeune garçon accule son adversaire, il choisit de ne pas porter le coup final. Désemparée, Adèle demande pourquoi le jeune garçon ne l'achève pas, ce à quoi il répond que tuer ses adversaires contredit ses idéaux personnels. Lassée du moralisme du jeune garçon, Adèle se précipite pour récupérer son épée. Une fois de plus, le jeune garçon trouve un moyen de mettre Adèle dans une situation difficile. Le duel se termine quand Adèle admet sa défaite. Une fois la bataille terminée, Garoza déclare le jeune garçon le prince des ténèbres légitime et le principal successeur au trône. Après la cérémonie de remise des prix, le jeune garçon reçoit son prix, la légendaire épée noire. Adèle se présente ensuite au jeune garçon et lui demande de défendre ses idéaux. Plus tard, Valus rencontre le jeune garçon et le félicite pour sa victoire au tournoi. Il confie alors au jeune garçon une mission importante. Une mission que seul le prince des ténèbres peut entreprendre, remettre un message à la reine de lumière. Le jeune garçon accepte cette tâche, mais il s'avère qu'il ne partira pas seul. Adèle, le deuxième candidat le plus important, l'accompagnera dans son voyage. Le lendemain, Adèle et le jeune garçon partent pour le royaume de lumière à bord d'un navire magique. Adèle rappelle au jeune garçon que les royaumes de lumière et des ténèbres sont en guerre et que, par conséquent, remettre une lettre est plus facile à dire qu'à faire. Dans le pire des cas, l'envoyé du royaume des ténèbres pourrait être le premier à être assassiné. Par conséquent, Adèle décide de jouer le rôle plus dangereux d'envoyé en public, car le jeune garçon était censé devenir le futur roi des ténèbres. Adèle demande au jeune garçon d'agir comme garde du corps, un rôle moins exigeant et moins dangereux. Garoza est surpris par cette soudaine amabilité d'Adèle. Après quelques heures,
ils atteignent leur destination. À leur arrivée, ils sont accueillis par Fouz. Au début, le général réagit avec hostilité, ce qui pousse le jeune garçon à révéler son épée. Adel, cependant, use de sa diplomatie pour désamorcer la situation. Il s'excuse également pour toute mauvaise impression qu'ils auraient aimé pu donner lors de leur première rencontre. Une fois les esprits apaisés, Adel demande à Fouz de les escorter jusqu'à la reine, car ils avaient un message important du roi des ténèbres à lui transmettre. Malgré sa méfiance initiale, Fouz accepte de les guider jusqu'au palais pour qu'ils délivrent leur message. Quelques minutes plus tard, le garçon sans nom et Iris se rencontrent pour la première fois. Le jeune garçon est immédiatement enchanté par la beauté de la reine. La reine et Adel, qui agissait en tant qu'envoyé du roi sombre, commencent Podweshit alors à discuter du contenu de la lettre. Le roi sombre cherche apparemment à former un pacte avec Iris pour vaincre Baal. L'incarnation de la destruction, Baal est apparu à la fois dans le royaume de la lumière et dans le royaume des ténèbres, laissant le chaos dans son sillage. Iris hésite à accepter le pacte car le roi des ténèbres est connu pour sa cruauté. Iris pense que le roi pourrait devenir agressif envers le royaume de la lumière une fois que Baal aura été vaincu. Le jeune garçon murmure alors que le prochain roi des ténèbres ne sera pas cruel. Pour comprendre les paroles du jeune garçon, Adel informe Iris de la décision du roi d'abdiquer dans un futur proche. Adel suggère que le prochain successeur au trône ne sera peut-être pas aussi hostile que l'actuel roi tyrannique. Avec toutes les informations dont elle dispose, Iris décide de prendre une décision claire le lendemain. Fouz emmène ensuite Adel et le jeune garçon dans une chambre d'amis. Le jeune garçon interroge Fouz sur la reine Iris, mais Fouz le rabroue immédiatement car il déteste les êtres des ténèbres. Fouz s'éloigne en rappelant à Adel et au jeune garçon qu'ils sont tous les deux des ennemis de la lumière. Après le départ de Fouz, Adel rappelle au jeune garçon qu'ils doivent rester prudents. Adel a le sentiment que lui et le jeune garçon ont été injustement victimes de discrimination depuis le moment où ils ont mis les pieds dans le royaume de la lumière. Cependant, le jeune garçon souligne que la reine Iris n'a pas de préjugés et qu'elle est différente des autres. Se fiant à la parole du jeune garçon, Adel espère que la reine prendra une décision en leur faveur. Le lendemain, Adel et le jeune garçon se rendent pour entendre la décision de la reine. Avant d'annoncer sa décision, Iris pose une question au jeune garçon, surprenant Adel. Iris lui demande ce que les habitants du Noir penseraient de l'Alliance. Le jeune garçon révèle que les habitants des ténèbres ont peur de mourir à cause de Baal. Par conséquent, il pense que l'Alliance pourrait aider à sauver de nombreuses vies dans le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Après avoir entendu le point de vue du jeune garçon, Iris révèle qu'elle s'alliera avec les ténèbres pour tuer Baal pour le bien commun des habitants des deux royaumes. Le lendemain, Iris part pour le royaume des ténèbres afin de consolider la nouvelle alliance avec le roi des ténèbres. De retour au palais du royaume de lumière, Fouz informe Shima du départ de la reine pour le royaume des ténèbres. Fouz révèle en outre qu'Adel et le garçon ont été placés sous surveillance pendant l'absence de la reine. Shima craint qu'en l'absence de la reine, Adel et le jeune garçon aient maintenant l'occasion d'attaquer et d'affaiblir le royaume. Cependant, Fouz la rassure en lui disant qu'il sera en charge du palais pour empêcher qu'un tel scénario ne se produise. De plus, Fouz pense que l'émissaire Adel et le garçon sans nom étaient plutôt amicaux. Pendant ce temps, de retour au royaume des ténèbres, l'armée du roi des ténèbres commence à se mobiliser, se préparant à la confrontation attendue contre Baal. Comme prévu, Valu et Groza prennent les choses en main, laissant les soldats du royaume des ténèbres se mobiliser. Soudain, Baal émerge, semant le chaos et la destruction. Valu se précipite et ordonne à ses troupes de le suivre. Mais Baal repousse les soldats de Valus comme des mouches. Ce qui surprend Valus, Baal s'amuse de voir la futilité des efforts de Valus. Groza envoie de nombreuses catapultes de roches vers Baal, qui se précipite maintenant pour tuer Groza. Groza utilise ses pouvoirs pour créer une flèche puissante, mais Baal n'est pas affecté. L'armée des ténèbres se bat vaillamment contre la bête, mais leurs efforts sont vains et ils sont rapidement vaincus. Les seuls guerriers encore debout sont Valus et Groza, qui forment la dernière ligne de défense. Groza tente une fois de plus d'envoyer une déflagration vers Baal, tandis que Valus invoque ses épées depuis le vide, bien qu'ils utilisent tous les deux leurs atouts majeurs. Combattre Baal s'avère futile car il est trop puissant. Valus se précipite et lacère Baal, mais est immobilisé par un simple rugissement que Baal lui envoie.
Valu et Groza étant incapables de bouger à cause du rugissement de Baal. Leur vie ne tient qu'à un fil. Contre toute attente, le roi sombre intervient, sauvant ses deux derniers guerriers. Baal et le roi sombre se retrouvent alors face à face. N'ayant aucune intention de laisser Baal en vie, le roi commence à le cibler sans relâche. Baal résiste aux attaques et provoque le roi en lui reprochant de ne pas être à la hauteur de son titre prestigieux. Pour aider le roi à tuer la bête, Iris lie Baal en utilisant des pouvoirs magiques du bord progéniteur. Le roi sombre profite de cette occasion pour emprisonner Baal pour l'éternité à l'intérieur du volcan Tartare. Alors que le ciel se dégage au-dessus du royaume de Baal, Iris réalise qu'elle se tient face au roi sombre. Iris prend congé, ayant aidé à vaincre Baal comme promis dans le pacte. Pendant ce temps, de retour au royaume de lumière, Shima rencontre Adel et le jeune garçon. Adel commence à draguer Shima. Shima ne prête aucune attention à ses commentaires et demande plutôt des nouvelles des habitants du royaume sombre. Adel révèle que les habitants du royaume sombre ne voulaient pas la guerre, mais quiconque défiait le roi sombre était exécuté, faisant du royaume sombre la Corée du nord de l'anime. Soudain, quelque chose attire l'attention du jeune garçon. Alors il court vers cela, laissant tout le monde perplexe. Près de la fenêtre, Shima remarque que la reine Iris est revenue au royaume de lumière. Le jeune garçon se précipite vers la reine Iris, qui s'évanouit d'épuisement. Heureusement, le jeune garçon arrive à temps pour la rattraper dans sa chute. Juste avant de s'évanouir, Iris a révélé qu'elle avait réussi à remplir les conditions du pacte. Fuse et Shima arrivent sur les lieux, et Shima suppose qu'Iris a utilisé beaucoup de pouvoir, ce qui l'a fait s'évanouir. Ils la transportent immédiatement au palais, tandis qu'Adel et le garçon retournent à leur chambre d'amis. À l'intérieur du palais, Shima utilise sa magie pour soigner Iris. Shima révèle qu'Iris elle-même avait décidé de devenir un médium pour l'immense pouvoir de la rune progénitor. Par conséquent, Iris se mettait souvent trop de pression pour utiliser au mieux le pouvoir qu'elle avait. De retour dans la chambre d'amis, Adel révèle qu'il avait un gros faible pour Shima. Adel savait aussi que le jeune garçon en pinçait pour Iris. Le jeune garçon est furieux qu'Adel lui raconte tout ça alors qu'Iris était mal en point. Fuse se dirige vers leur chambre et informe les deux de la défaite de Baal. Leur mission étant accomplie, Adel a décidé qu'il était temps que lui et le jeune garçon retournent au royaume des ténèbres. Pendant ce temps, de retour au royaume des ténèbres, Garoza rentre chez elle pour se reposer de la bataille épuisante contre Baal. Cependant, en chemin, elle rencontre Valus qui lui remet un message à livrer au royaume de la lumière. Malgré son épuisement, Garoza accepte la tâche car elle pourra rencontrer le prince des ténèbres pour qui elle a le béguin. De retour au palais du royaume de lumière, Adel et le jeune garçon vont à la rencontre de la reine, qui est maintenant rétablie. Adel la remercie de son aide pour vaincre Baal. Adel révèle ensuite qu'il a l'intention de suggérer au roi des ténèbres d'arrêter de faire la guerre au royaume de lumière. Fuse souligne qu'il serait tué s'il faisait une telle chose, mais Adel est fermement convaincu qu'il doit donner une voix aux habitants des ténèbres qui ne souhaitent pas la guerre. Soudain, un garde de lumière informe la reine de l'arrivée d'un message du royaume des ténèbres. Garoza entre dans la pièce et informe la reine du message du roi des ténèbres, qui était une demande de prolonger les affiliations pacifiques avec le royaume de lumière jusqu'à ce que les dommages causés par Baal au royaume des ténèbres soient non réparés. La reine accepte la proposition. Garoza, Adel et le jeune garçon resteraient en tant qu'invités. La reine décide de leur faire visiter le royaume de lumière. La reine présente Théo aux invités, qui a d'abord peur car il les prend pour des ennemis du royaume des ténèbres. Cependant, il apprend que le jeune garçon, Adel et Garoza sont amicaux. Théo montre alors qu'il essayait d'utiliser la magie pour soigner de mignons petits monstres blessés. Connu sous le nom de Tanukis Étoile, son frère aîné, Fuse, est surpris de voir Théo utiliser la magie de guérison. Théo révèle qu'il a appris un peu de magie de Shima. Garoza souligne que les Tanukis étoiles du royaume de lumière sont si bien élevés, alors que dans le royaume des ténèbres, ils sont totalement espiègles. La reine exprime son désir de rencontrer également les créatures magiques des ténèbres. Adel remarque que les créatures magiques dans les ténèbres sont noires et ont un aspect sombre. Fu rit en soulignant que les habitants des ténèbres eux-mêmes étaient vêtus de noir de la tête aux pieds. Adel souligne ensuite que les habitants de la lumière portaient eux-mêmes des robes blanches.
Tout le monde rit des styles vestimentaires totalement opposés des ténèbres et de la lumière. Garoza suggère qu'ils échangent leurs robes, et Shema approuve l'idée. Fous et Adèle sont les premiers à se lancer. La corpulence discrète de Fous devient plus apparente dans la robe d'Adèle. Qui était plus révélatrice, Adèle. En revanche, est moins enthousiaste à l'idée de porter l'armure. Devant choisir entre Shima et Iris, Garoza décide alors d'échanger sa robe avec Iris. Cependant, Shima informe Garoza qu'un messager des ténèbres ne peut pas porter la robe de la reine. Par conséquent, Garoza donne alors sa robe à Iris tout en se couvrant d'une serviette. La robe de Garoza tombe sur Iris qui n'est pas aussi corpulente que Garoza. Shima échange alors ses vêtements avec Garoza, et les deux se dirigent ensuite vers l'extérieur pour recueillir l'avis des hommes. Adèle prend le jeune garçon sur ses épaules pour qu'il fasse son choix, et le jeune garçon donne timidement une réponse ambiguë. Ils se dirigent tous ensuite pour jouer aux échecs. Et ironiquement, Fous, le commandant des chevaliers, n'arrêtait pas de perdre contre tout le monde. Comme tout le monde avait faim, Shima a suggéré qu'ils aillent dîner ensemble. Shima prépare un repas, et Garoza présente aussi de la nourriture qu'elle a apportée du royaume des ténèbres. Adèle trouve la cuisine du royaume de la lumière trop simple à son goût. Le jeune garçon et Garoza sont d'accord, remarquant qu'elle manque d'assaisonnement. Iris, Théo, Fous et Shima goûtent ensuite la nourriture de Garoza et la trouvent très salée. Shima réalise que la nourriture du royaume des ténèbres est plus fortement assaisonnée. Le jeune garçon mélange alors la nourriture de Garoza et celle de Shima, ce qui donne un plat qui lui plaît davantage. Les autres voix à table font de même, et sont agréablement surpris de constater que la nourriture des royaumes des ténèbres et de la lumière se marie parfaitement. Après avoir terminé ce délicieux repas, Fous et Shima remarquent que les légumes sauvages cueillis à la main par Iris sont également savoureux. Iris prévoit ensuite de demander à tout le monde à table de cueillir des légumes sauvages le lendemain. Garoza jette un coup d'œil au jeune garçon et devient jalouse alors qu'il commence à tomber amoureux d'Iris. La nuit, Garoza se promène dans les couloirs du palais et découvre que le jeune garçon est éveillé à une heure si tardive, et elle lui offre une oreille attentive pour écouter ses pensées. Impressionné par l'humilité de la reine, le jeune garçon révèle qu'il vient de réaliser que la reine Iris était comme n'importe quelle autre personne ordinaire. Garoza remarque que le jeune garçon était comme n'importe quelle autre personne ordinaire également. Elle fait ensuite le vœu de rester avec lui pendant qu'il est prince, et elle promet en outre de continuer à lui offrir son soutien lorsqu'il deviendra le nouveau roi noir. Et le jeune garçon est reconnaissant du soutien de Garoza. Le lendemain, les deux groupes prévoient une autre aventure, cette fois dans la forêt pour cueillir des légumes sauvages. Padel suggère une idée amusante avant de commencer. Elle propose qu'ils forment des pairs et transforment l'activité en une compétition amicale. Le duo qui récoltera le plus de légumes sera déclaré vainqueur. Le visage de Garoza s'illumine à cette idée car cela lui offre une chance de passer du temps avec le jeune garçon, le personnage principal. Fous est également enthousiaste à l'idée, espérant pouvoir faire équipe avec la reine Iris. Avant que la chasse aux légumes ne commence, Iris propose de donner quelques conseils. Elle partage des astuces sur la façon de repérer et de ramasser correctement les légumes. Voyant l'expertise de la reine dans ce domaine, il décide qu'elle ne devrait pas participer à la compétition. Ainsi, la compétition de récolte de légumes commence. Le jeune garçon finit par faire équipe avec le petit Théo. Leur manque de connaissances botaniques devient vite évident, et il demande Spawn conseil à Iris. Finalement, Iris finit par rejoindre l'équipe du jeune garçon. Les deux profitent d'un moment d'intimité pendant l'activité. Fous et Garoza ne peuvent non s'empêcher de les observer, le cœur rempli d'envie. Garoza révèle qu'elle sympathise avec les idées de paix du jeune garçon et qu'elle souhaite donc qu'il devienne le prochain roi sombre. Fous est impressionné de voir que le jeune garçon est très différent de ce qu'il imaginait. Enfin, toutes les équipes se rassemblent pour compter leurs cueillettes. L'équipe de Garoza et Fous n'a trouvé qu'une seule plante comestible, toutes leurs autres cueillettes étant non comestibles. Adèle remarque qu'il a cueilli plus de choses que le jeune garçon. Cependant, au moment du comptage, l'équipe du jeune garçon et de Théo remporte le concours de collecte de légumes. Une fois tous les légumes rassemblés, Iris se charge de préparer le déjeuner avec les ingrédients fraîchement cueillis. Pendant qu'elle cuisine, tout le monde s'affaire à ramasser du bois de chauffage et à nettoyer les légumes. En ramassant du bois de chauffage avec Fous et Adèle, le jeune garçon déclare qu'il aime se prélasser au soleil dans le royaume de la lumière.
ce qui n'était pas possible dans le royaume des ténèbres, où la lumière apparaissait rarement. Adèle regarde le jeune garçon, approuvant ses dires. Soudain, il réalise que Théo n'est pas avec eux. Le jeune garçon, avec Fouz et Adèle, se sépare pour chercher Théo. Le jeune garçon regarde partout et finit par rejoindre Iris qui lave les légumes. Alors qu'il informe Iris de la disparition soudaine de Théo, le jeune garçon trébuche accidentellement sur une pierre et tombe le visage le premier sur Iris, les entraînant tous les deux dans le ruisseau voisin. Le jeune garçon interroge la reine au sujet de Théo et apprend d'elle que Théo est parti plus tôt avec Shima et Garoza. Les vêtements trempés collant à son corps font rougir le jeune garçon. Et la reine a une réaction similaire. La gêne suggère qu'ils éprouvent tous les deux des sentiments l'un pour l'autre, un fait qui aurait pu être assez clair pour quiconque y prêtait attention. Malgré la gêne, la scène continue. Le couple se retire ensuite dans un endroit isolé pour faire sécher leurs vêtements et passer un peu plus de temps seuls. Shima, Garoza et Théo rejoignent Adèle et Fuse pour préparer le déjeuner. Lorsque le jeune garçon et Iris reviennent auprès du groupe, maintenant vêtus d'habits secs, Garoza ne peut cacher son agacement de les voir ensemble. Tous les personnages mettent la main à la pâte pour préparer le déjeuner. À la fin, ils s'assoient ensemble pour savourer un délicieux repas. Comme Fuse l'avait dit précédemment, les invités de Dark apprécient le repas. Shima apporte même du sel, sachant que les invités de Dark apprécieront un assaisonnement plus prononcé. C'est un moment joyeux et agréable. Malheureusement, ce moment de paix ne dure pas longtemps. Le lendemain même, le roi sombre ordonne au jeune garçon et à ses amis de retourner immédiatement au royaume sombre. Avant leur départ, Iris remet une lettre à Adèle. La lettre expose une proposition de libre-échange entre les royaumes sombres et lumineux. Adèle accepte volontiers de transmettre ce message à son roi. Mais alors, son attitude change soudainement. Il mentionne que le royaume sombre souffre d'un manque de lumière du soleil à cause du royaume d'Iris, rendant la terre stérile. Iris, en réponse, déclare que c'est juste la nature du monde. Soudain, Adèle se met à agir étrangement alors qu'il fait la leçon à la reine sur le style de vie élitiste de la lumière. Il se transforme ensuite en démon et se jette sur la reine. Le jeune garçon réagit instantanément. Dégainant son épée, il tue son camarade pour protéger Iris. La vue des mouvements rapides et mortels du jeune garçon laisse Iris sous le choc. Cela semble être une réaction naturelle à la tournure violente des événements. Après avoir été roué de coups par Fouz, le jeune garçon est ensuite saisi et enfermé, et est considéré comme une menace par ceux qui ont été témoins de ses actions. Cet incident brise l'alliance entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Par conséquent, Garoza est forcé de fuir le royaume de lumière sans aucune explication de ce qui venait de se dérouler au sein du palais. L'incident perturbe profondément Fuse, car il espérait que les deux royaumes pourraient coexister pacifiquement. Ce qui l'inquiète encore plus, c'est l'inévitabilité imminente d'une guerre entre les deux terres, qui semble désormais être un conflit sans fin. Pendant ce temps, Iris se rend dans la pièce où réside la rune progénitor, en quête de conseils. La rune répond en enveloppant Iris d'un éclat de lumière brillant. Entre-temps, le jeune garçon reprend ses esprits dans une cellule de prison. Naturellement, il commence à réfléchir aux événements récents. Il réalise qu'il a agi sur une impulsion en tuant son camarade parce qu'il a vu la vie d'Iris en danger. Il passe son temps en prison à méditer, confronté aux conséquences de ses actes, quelques minutes plus tard. Iris, qui s'est transformée en chat blanc, rend visite au donjon où le jeune garçon est détenu. Elle utilise la magie pour ouvrir sa cellule et le conduit ensuite vers une sortie. Finalement, ils atteignent une falaise où le jeune garçon retrouve ses deux épées de façon inattendue. Le chat blanc redevient Iris. Le garçon est d'abord déconcerté par la transformation, mais il se souvient qu'il vit dans un monde fantastique et le choc s'estompe. Les deux jeunes gens se prennent la main, s'unissant symboliquement. C'est un moment touchant. Le jeune garçon jure d'œuvrer pour la paix comme Iris, clarifiant ainsi ses intentions qui avaient pu être mal interprétées à cause de son comportement impulsif. Le jeune garçon révèle qu'il est le prince des ténèbres et promet de concrétiser ses idéaux à l'avenir. De même, Iris promet d'attendre le garçon et elle lui apporte son soutien pour créer un monde pacifique. Malheureusement, leur moment de paix est brisé lorsque des soldats du royaume de la lumière se présentent pour arrêter le jeune garçon. Iris n'hésite pas à dire au jeune garçon de s'enfuir. Après s'être étreint, le jeune garçon récupère ses épées et s'échappe à bord d'un vaisseau aérien qui arrive à point nommé pour venir le chercher.
Il retourne ensuite au royaume des ténèbres. De retour dans son propre royaume, Iris ne cesse de penser au garçon. Peu de temps après, son royaume est attaqué par un groupe de bêtes sombres, vraisemblablement envoyés par le roi sombre. Iris ordonne à son conseiller de rassembler les guerriers du royaume pour la bataille. Au milieu de cela, Fuse demande à être temporairement relevé de ses fonctions, quittant l'armée. Il explique son intention de trouver un remède pour Iris, car il pense qu'elle est en mauvaise santé. Iris lui assure qu'elle se rétablira et souligne son importance dans la protection du royaume. Malgré les assurances d'Iris, Fuse décide de désobéir à ses ordres. Il part chercher l'aide d'Alantia, le roi elfe, alors qu'ils se tiennent tous les deux dans la bibliothèque. Fuse exprime ses inquiétudes à Alantia. Alantia remarque qu'Iris était très épuisée à cause de son précédent combat contre Baal. Il révèle ensuite que le pouvoir magique d'Iris est revenu à la normale, mais que les nerfs magiques nécessaires pour transmettre ce pouvoir ne sont pas encore rétablis, ce qui est la principale raison de son manque de puissance. Alantia révèle qu'il existe un moyen de restaurer la santé d'Iris. Il mentionne un élément mystérieux connu sous le nom d'âme pure, qui a été trouvé en plus forte concentration dans une grotte isolée. Cet élément a la capacité de guérir l'énergie magique d'une personne. Alantia explique en outre que s'ils peuvent donner cette âme à Iris, elle sera guérie instantanément. Alors, Alantia et Fuse partent de la capitale du Royaume de la Lumière. Leur destination est la grotte au plus profond des forêts. Leur mission est de trouver l'élément magique pour guérir la reine. Pendant ce temps, après avoir dit au revoir à Iris, le garçon est plus déterminé que jamais à la revoir. Dans cette optique, il commence à s'entraîner plus dur qu'avant. Nous le voyons continuer ses séances d'entraînement avec Valus pendant que le garçon est occupé à s'entraîner. Garoza apparaît. Elle lui dit que le roi sombre leur a ordonné de combattre des créatures à l'extérieur de la capitale du pays. Valu soupçonne que ce n'est qu'une ruse pour tenir le garçon occupé. Peu après, Valu rencontre le roi sombre et rapporte que toutes les troupes sont prêtes à se diriger vers le royaume de lumière. Cependant, le garçon ignore tout de ses plans. Après avoir quitté la capitale, le garçon rencontre diverses bêtes maléfiques. Il réussit à les repousser avec l'aide de Garoza. Peu après, il voit un navire du royaume des ténèbres naviguer vers le royaume de la lumière. Soudain, ils sont attaqués par une nuée de créatures volantes. Le garçon parvient à se défendre, mais Garoza est prise au dépourvu. Elle perd l'équilibre et tombe d'une falaise. La voyant en danger, le garçon se précipite pour la sauver. Malheureusement, ils se retrouvent tous les deux coincés au bord de la falaise. Pour ne rien arranger, un démon terrifiant apparaît sur les lieux. Alors que le danger approche, le garçon, sans hésiter, se lance dans une bataille acharnée contre la bête redoutable. C'est un geste audacieux, mais qui reflète son courage inébranlable. Pendant ce temps, Iris, la reine de la lumière, fait preuve du même courage en se tenant prête à défendre son royaume contre l'invasion imminente du roi des ténèbres. Face à la formidable armée du royaume des ténèbres, Iris décide d'affronter l'adversaire de front. Elle n'est pas seule. Cependant, elle a le soutien de Shima et des guerriers magiques qui sont fermement prêts à se battre à ses côtés. Les mages PNJ sont sur le point d'être éliminés par les monstres du royaume des ténèbres, mais Shima les sauve de justesse. Pendant que cette bataille intense se déroule, le général Fuse et Alantia, le roi elfe, entreprennent une mission. Ils s'aventurent au plus profond d'une grotte mystérieuse et inquiétante. Ils atteignent une impasse, mais Alantia révèle qu'il y avait plus que ce que l'on pouvait voir. Pour développer, Alantia sort une de ses flèches et en tend une à Fuse également. Alantia la tire ensuite sur le toit de la grotte. La corde sur la flèche tire Alantia vers le haut, révélant un passage secret qui se trouvait au-dessus de l'impasse supposée. Fuse suit l'exemple d'Alantia, mais marche accidentellement sur une pierre instable. Cependant, Alantia tire heureusement Fuse à l'intérieur du passage secret. Comme c'était un passage sombre, Alantia et Fuse restèrent sur leur garde. Alantia sortit même une loupe magique, de toutes les choses possibles, qui lui permit de voir un passage caché à proximité. Alantia révéla ensuite une réserve de bombes artisanales qu'il avait emportées. Les bombes stockaient une partie du pouvoir de la rune. Fuse et Alantia firent exploser le rocher devant eux, révélant une zone cristallisée. Alantia utilisa ensuite son bâton ainsi que sa connaissance de la magie pour créer un motif qui ouvrit un chemin. Ils trouvèrent enfin les gouttes rayonnantes qu'ils cherchaient. Les gouttes étaient un remède curatif pour la reine. Fuse se précipite pour attraper les gouttelettes,
Mais Alantia l'arrête et l'avertit de l'âme trop puissante pour être contenue sans précautions appropriées. Alantia jette un caillou ramassé à proximité dans l'eau. Le caillou explose immédiatement, prouvant ce qu'il disait plus tôt. Cependant, comme Iris s'affaiblissait de plus en plus, Fuse pensait qu'il n'y avait pas de temps pour élaborer un plan. Il entre imprudemment dans l'eau et attrape les gouttelettes. Alantia est stupéfait par Fuse, qui s'est précipité malgré les risques présents. Avec ce précieux médicament en main, ils commencent leur voyage de retour vers la capitale du royaume. De retour sur le champ de bataille, Iris poursuit sa lutte acharnée contre les soldats du royaume des ténèbres. Malgré son talent et sa force remarquables, le nombre d'ennemis est tout simplement écrasant. Un par un, elle terrasse les envahisseurs, mais leur nombre ne cesse d'augmenter, la poussant à ses limites. L'épuisement la gagne, mais avant de succomber à la fatigue, Iris fait un dernier geste de protection. Avec l'aide de Shima et de quelques autres mages, Iris conjure une barrière magique qui enveloppe et protège la ville. Cependant, l'effort est considérable et elle s'effondre au sol, vidée de son énergie. Pendant ce temps, dans le royaume des ténèbres, le jeune garçon poursuit son propre combat contre la bête cornue. Garoza essaie de garder ses distances tout en attaquant, tandis que le jeune garçon se précipite tête baissée pour combattre la bête. Le combat est intense, mais l'incroyable talent du jeune garçon lui permet de vaincre son adversaire. Il abat sa lame chargée sur la bête, créant des ruptures pointues dans le sol qui empalquent la bête, révélant ainsi le jeune garçon comme vainqueur. Il remercie Garoza pour son aide dans la défaite de la bête. Mais soyons réalistes, le MVP de la bataille était le jeune garçon. Suite à leur bataille triomphante, Garoza, d'humeur festive, propose un dîner de victoire. Le jeune garçon accepte son invitation. Alors qu'il s'assoit pour leur repas dans le calme du soir, le garçon réfléchit à la promesse qu'il a faite à la Reine de Lumière. Il déclare que cette promesse est sa priorité absolue, même si cela signifiait qu'il imaginait un rêve irréalisable. Garoza s'approche du garçon tout en l'incitant à partager ses visions pour l'avenir. De plus, Garoza avoue ses sentiments amoureux au garçon. Cependant, Garoza est capable de lire les émotions sur le visage du garçon, ce qui suggère qu'il n'avait de sentiments que pour la reine Iris. Attristé, Garoza s'enfuit timidement en pleurant. Malgré son chagrin d'amour, Garoza désire aider le garçon dans son voyage vers le trône. Pendant ce temps, de retour au royaume de la lumière, Fuse revient vers Iris avec le médicament en main. Utilisant sa magie, Shima asperge Iris des gouttes de guérison. Le médicament semble être un succès pour guérir Iris. Shima part ensuite rattraper Fuse pour le tenir informé de la situation actuelle. Shima informe Fuse que le bouclier que les mages ont érigé ne tiendra pas longtemps. Fuse décide alors de préparer les chevaliers avec le peu de temps qu'ils ont. Perplexe face à la situation, Iris se rend à la rune progéniteur pour s'éclaircir les idées. La promesse que le jeune garçon lui a faite lui revient en mémoire, et elle sourit en espérant le meilleur pour l'avenir. Fuse interrompt la prière d'Iris pour l'informer des préparatifs en cours. De retour au royaume des ténèbres, le garçon remarque une force des ténèbres se préparer dans le ciel. Le jeune garçon sort pour inspecter, mais il est encerclé par des civils qui sont surpris que le prince noir et Garoza soient laissés de côté dans les efforts de guerre. Le garçon apprend que le roi est déterminé à vaincre le blanc cette fois-ci. Cependant, il est soudainement approché par des soldats qui lui demandent de les accompagner, ce qu'il accepte. Non loin de là, Garoza aperçoit le jeune garçon alors qu'il est escorté par des soldats. De retour au royaume de lumière, Théo, Fuse et Shima font confiance à Iris alors que tout leur royaume s'approche d'une guerre totale. Au même moment, Iris se remémore, pour la énième fois, la promesse que le garçon lui avait faite auparavant. Elle se dirige vers le champ de bataille et demande à la rune progénitrice de diviser son pouvoir entre tous les membres du royaume de lumière. La guerre commence alors que les mages et les chevaliers de lumière tuent une partie des forces ennemies. Soudain, le roi des ténèbres émerge du ciel. Alors Iris se précipite immédiatement pour le maîtriser. Shima commence à réaliser qu'il serait impossible de vaincre un nombre aussi important d'ennemis. Un des soldats de la lumière est possédé par les ténèbres et il commence soudainement à menacer les civils. Un chevalier à proximité abat le chevalier possédé avant qu'il ne fasse du mal. Dehors, Théo est presque attaqué par un ennemi des ténèbres. Théo est en colère et il utilise la magie pour abattre l'ennemi. Pendant ce temps, les chevaliers ont du mal à tuer les civils de la lumière possédés. Shima et ses apprentis mages érigent une barrière qui tient les ennemis à distance.
Fuse commence à s'épuiser, mais la simple pensée de Sa Majesté Iris le motive. Fuse se retrouve face à Valu du Royaume des Ténèbres. Valu et Fuse se présentent comme les gardes rapprochés de leurs rois et reines respectifs. Ils engagent le combat tandis que la reine Iris et le roi des Ténèbres se battent également. Le roi révèle son plan pour devenir le seul et unique souverain des deux royaumes. Les deux pointent leurs épées l'un contre l'autre en libérant leurs pouvoirs de lumière et d'obscurité respectivement. Au même moment, la barrière érigée par Shima et les mages s'affaiblit à cause des forces des ténèbres. Alors que certains chevaliers et mages sont possédés par les ténèbres, Shima utilise sa magie pour rendre aux gens leur état d'origine. Cependant, elle est incapable de dissiper correctement la possession qui les affecte, la forçant à demander de l'aide à la rune progénitrice. Non loin de là, Fuse et Valu sont engagés dans une bataille acharnée, qui prend vie au sens propre du terme lorsque Valus enflamme les environs avec des flammes sombres. Valu commence à prendre le dessus et il en profite pour faire la leçon à Fuse sur sa faiblesse. De même, le roi des ténèbres se révèle plus fort qu'Iris, ce qui entraîne la défaite d'Iris lors d'une confrontation physique. Iris pique du nez vers le sol après que le roi l'a frappé avec une attaque. De plus en plus désespéré, Shima essaie d'invoquer ses sorts, mais en vain, car son pouvoir avait déjà été utilisé. Elle commence à supplier la rune progénitrice de lui donner du pouvoir, mais celle-ci ne répond pas. Quoi qu'il en soit, Shima refuse de reculer. Iris, qui avait atterri près de Shima, motive sa sœur à ne pas abandonner. De plus, elle révèle qu'il existe encore un moyen de renverser la situation actuelle des batailles en leur faveur. Iris rassemble les mages et commence à utiliser l'engrenage du destin, qui était l'un des 7 pouvoirs. Cependant, malgré leurs efforts, rien ne semble changer. L'espoir s'amenuise alors que le roi des ténèbres approche Shima et Iris. Shima ordonne à Iris de se diriger vers la rune progénitrice. Iris s'éloigne précipitamment de la scène, tandis que Shima décide de se battre contre le roi. Le roi est immédiatement capable de prendre le dessus, car il domine Shima avec les ténèbres. De retour au royaume des ténèbres, le garçon est conduit à Adel par les soldats des ténèbres. Le garçon est surpris de voir Adel vivant alors qu'il l'avait tué plus tôt. Adel souligne qu'il était un candidat potentiel au trône et qu'il ne s'en irait pas facilement sans se battre. Le garçon lui demande la raison de sa tentative d'assassinat sur la reine. Adel révèle que le meurtre d'Iris était la volonté du roi. Cependant, Adel pense que tout s'est arrangé pour le mieux à la fin, car le royaume des ténèbres a attaqué avec succès le royaume de la lumière. Adel informe le garçon au sujet du roi, révélant qu'il s'efforçait d'être le seul au pouvoir. Selon Adel, les faibles, comme le garçon, ne pouvaient pas comprendre l'idéologie des forts. Le garçon ne supporte plus ces absurdités et il décide de brandir son épée contre Adel. Adel révèle qu'il était plongé dans les ténèbres de la tête aux pieds et qu'il utilise donc les ténèbres pour prendre une forme monstrueuse. Le garçon se précipite pour abattre Adel, mais réalise que ce ne sera pas aussi facile qu'il l'avait supposé. Adel envoie un rayon violet vers le jeune garçon, mais celui-ci parvient à le bloquer. Adel se précipite pour frapper, mais le jeune garçon bloque son attaque, ce qui repousse Adel. Le garçon et Adel commencent à s'affronter. Le garçon charge son épée de puissance et la balance vers Adel, ce qui provoque la rupture du sol en pointe. Cependant, la bataille était loin d'être terminée, car Adel s'est révélé indemne de l'attaque. Adel griffe l'armure du garçon, ce qui la brise. Adel parvient à frapper le jeune garçon et finit par faire tomber son épée. Adel l'empale alors avec une épée, et le jeune garçon gémit de douleur. Cependant, alors qu'il est immobilisé par l'épée d'Adel, il profite de l'occasion pour frapper Adel avec sa propre épée. Adel révèle alors qu'il n'était qu'une diversion pour tenir le jeune garçon à distance. Grâce au temps qu'il a gagné, le royaume sombre semble gagner la guerre contre le royaume de la lumière. Adel révèle en outre que le roi prévoit en fait d'absorber la rune progénitrice, ce qui provoquerait la propagation des ténèbres partout et, par conséquent, l'équilibre s'effondrerait. Les habitants des deux royaumes en mourraient. Le garçon réalise que le roi représente une énorme menace, car il vise l'anéantissement total de tout et de tous. Adel disparaît soudainement dans les ténèbres après avoir été frappé par lui. Le jeune garçon réalise qu'il doit agir vite car le temps joue déjà contre lui. Le garçon décide de se diriger vers le royaume de la lumière, mais il est ralenti par une horde de forces obscures. Pour faire face aux forces qui bloquent son chemin, Garoza lui prête main forte dans le combat. Le garçon commence à chercher un moyen d'atteindre le royaume de la lumière à cause de l'énorme distance.
Alors que l'espoir s'amenuisait, une puissance a soudainement envahi le jeune garçon, révélant une nouvelle paire d'ailes sur son dos. Le garçon s'envole pour sauver les conditions dans le royaume de la lumière. Pendant ce temps, de retour au royaume de la lumière, le roi commence à jouer avec Shima en lui faisant ressentir des émotions négatives. Shima commence à avoir un complexe d'infériorité car Iris est devenue reine à sa place. Cependant, Shima se libère de la corruption et ordonne alors aux mages à proximité d'aider à combattre les monstres. Pendant ce temps, Iris prit la rune progénitrice tout en exprimant son échec à protéger le royaume de la lumière et à maintenir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, bien qu'elle ait promis d'attendre le jeune garçon. La reine Iris fond en larmes car elle est forcée d'utiliser la seule voie possible. La reine décide de déclencher le grondement. Le garçon, qui avait maintenant atteint le royaume de la lumière, essaya de se précipiter vers la reine Iris car il craignait le pire. La reine Iris décide de se sacrifier en demandant à la rune progénitrice de détruire le royaume afin de vaincre le roi des ténèbres qui semait le chaos. Alors que le royaume de la lumière était en train d'être détruit, Fuse réalisa qu'Iris avait décidé de se sacrifier. Incapable d'accepter les événements qui se déroulaient sous ses yeux, Fuse sombre dans une spirale de dépression. Garoza est capable de voir la destruction du royaume de la lumière depuis le royaume des ténèbres. De plus, Théo essaie de fuir la scène dans l'espoir de trouver refuge dans un endroit sûr. Alors que le garçon arrive sur les lieux, la reine Iris commence à pleurer à cause de leurs promesses non tenues. Le roi réalise qu'Iris a décidé de l'attaquer avec le royaume de la lumière ainsi que la rune progénitrice. Le garçon se précipite alors vers le roi avec son épée, et il perce la poitrine du roi, réalisant au moins une partie du souhait d'Iris. Cependant, Fuse est incapable d'accepter la mort d'Iris, et il commence à se mettre en colère qu'elle ait pris une telle décision. Et cela met fin à l'anime. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez apprécié, et abonnez-vous avec les notifications activées pour ne jamais manquer aucun de mes récapitulatifs. À la prochaine, portez-vous bien!